s'il y avait une chose à retenir de ce que je raconte, c'est que pour faire la transformation digitale, il ne faut pas attendre que les utilisateurs viennent à soi, il faut vraiment que les personnes qui sont en charge de la transformation digitale, ils bougent, ils se déplacent, ils aillent voir, ils aillent parler à leurs utilisateurs. La stratégie digitale, elle doit être adaptée à la compétence digitale. Et moi, mon objectif en tant que DSI digital, c'est d'améliorer en permanence cette compétence pour qu'on puisse faire de plus en plus de choses. Et c'est une course sans fin. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSaaS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir monsieur Yves Cazot, qui est le DSI du groupe Michelin. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, c'est super intéressant pour nous de pouvoir vous avoir parce que on a suivi un petit peu l'actualité de Michelin et c'est une entreprise hyper technologique qui a beaucoup innové. Vous aviez travaillé, si je n'abuse, chez AXA précédemment. Oui, j'étais en charge du digital au niveau groupe chez AXA. Et alors chez Michelin, donc je suis plus simplement maintenant DSI, je suis DSI et digital. Ok. CDIO depuis quelques mois. Et donc, du coup, vous avez eu les doubles casquettes dans un autre grand groupe en plus. Oui. Comment vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette dualité des postes, de l'évolution sur les 5 années qui arrivent et aujourd'hui, le fait que vous ayez les deux casquettes, comment ça se passe? Effectivement, moi, j'ai été pur DSI quand j'étais chez Bouygues Télécom il y a presque 20 ans. Plus ou moins pur, alors pas tout à fait pur digital. Quand j'étais chez AXA, en fait, le rôle de Head of Digital était un rôle hybride. J'étais à la fois au sein du COMEX IT et du COMEX Marketing. J'étais un peu un homme passerelle. Là, chez Michelin, il y a eu la volonté de créer une équipe digitale, une direction digitale il y a 5 ans pour accélérer, pour vraiment faire une rupture dans les modes de travail, dans les technologies. Mais en synergie avec la DSI. Et quand je suis arrivé, c'est Eric Chagnot qui était le CDO et vraiment on a très très bien travaillé ensemble. Quand Eric est parti, on s'est dit que finalement on avait atteint un niveau de maturité, que donc les raisons qui justifiaient d'avoir une structure digitale séparée, qui était l'agilité, changement de culture, avaient diminué et qu'à l'inverse, on avait beaucoup d'enjeux où la synergie était essentielle. Voilà. Donc, c'est un choix. Je ne pense pas qu'il y ait des bons et des mauvais choix. Ça dépend des entreprises et de où elles en sont dans leur cycle de maturité. Pour nous, la séparation, c'était ce qu'il fallait faire il y a 5 ans pour accélérer. Et la réunification, on pense que c'est ce qu'il fallait faire maintenant pour aller encore plus loin. Ok. Et donc, du coup, le fait que cette maturité augmente, les sujets digitaux pouvaient être gérés directement avec les équipes de la DSI sans forcément perturber, on va dire, l'exécution du run qui est toujours forcément un point critique. Il y a plusieurs aspects. Par exemple, ce qu'on demande, on a créé le domaine digital pour qu'il se développe plus vite et plus rapidement. Mais néanmoins, pendant ces travaux, la vente continue. Pendant cette transformation rapide, la transformation du système d'information a eu lieu et le gap qui pouvait exister s'est réduit. C'est-à-dire qu'on fait du cloud, on fait du DevOps, on fait du CC. Toutes les choses un peu modernes, on les fait des deux côtés, normalement. Et j'espère que c'est vrai pour la plupart des entreprises qui nous écoutent. Et comme on le fait des deux côtés, ce gap se réduisant, c'est plus facile de travailler ensemble. Alors après, pour moi, les activités digitales touchent en premier ce qui est à l'extérieur, ce qui est au contact des clients. Et donc, on continue à piloter l'ensemble avec différentes cultures. On ne gère pas le back-office ou le centre des systèmes classiques comme on gère les plateformes de services ou les plateformes digitales. Ok, très clair. Et cette passation s'est passée chez Michelin de manière souple et hyper intégrée dans le sens où vous avez pu intégrer les équipes précédemment dans le digital, c'est ça? Oui, alors c'est en train de se passer. Donc, comme j'ai 2 mois de recul, je ne vais pas avoir la pression.
c'est en train de se passer. Ça se passe plutôt bien, mais on travaille déjà bien ensemble. Après, on ne cherche pas à dire que on va tout unifier, parce que justement, on veut garder certaines caractéristiques d'agilité, de rapidité, de proximité avec les clients. En fait, moi, un de mes objectifs, c'est de mettre certains des germes de la culture digitale dans mes équipes DSI d'avant. Donc, ça marche dans les deux sens. Et à l'inverse, on a des compétences de système engineering qui sont classiques dans les DSI, chez les gens qui font du système d'information, comme on appelle ça, qui sont de plus en plus pertinentes aussi pour faire des systèmes digitaux à grande échelle et très intégrés. Donc, on cherche à faire une osmose des cultures, que chacun apporte un peu à l'autre, mais en gardant des spécificités. D'accord, très clair. Et aujourd'hui, donc, l'équipe qui arrive à la DSI, elle est composée de combien de personnes et de quel type de poste? Alors, en termes de masse, il y a un rapport 1 à 6. C'est-à-dire quand on mesure à la fois nos collaborateurs et les partenaires, on n'est pas loin de l'ordre de 3000 personnes du côté IT et de l'ordre de 500 du côté digital. Donc, c'est deux assez grosses structures. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Mais voilà, c'est néanmoins déjà deux structures qui font une bonne taille, on va dire. Et vous, vous êtes directeur d'une structure de combien de personnes du coup? Mais donc, d'un point de vue interne-externe, ça fait à peu près 3500. Ah oui, 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 ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait pas mal de monde. Ça fait un peu plus un budget d'un peu plus de 600 millions. 6 millions, ok. Et donc, les projets digitaux sont autant sur de la R&D, j'imagine, ou de l'aide à la R&D, que sur des parties opérationnelles simples. Comment vous segmentez un petit peu la façon dont Alors, le digital impacte Michelin? Alors, c'est une très bonne question parce que la transformation digitale était déjà l'affaire de tous, d'abord métier et technique, mais même DSI comme direction digitale. C'est-à-dire qu'on considérait qu'on avait créé les activités digitales pour s'occuper de ce qui était au contact des clients, mais que la transformation digitale de tous nos métiers, de la R&D, le manufacturing, la supply chain, était déjà en route et avec les collaborateurs de la DSI. Donc, de cette manière, la transformation digitale était déjà un objectif partagé entre les deux structures avant même qu'on les réunisse. Et alors justement, c'est là qu'on se dit, ben c'est bien, dans un monde un peu simpliste, on peut dire il y a d'un côté des process clients, de l'autre des process métiers internes, mais en fait, c'est pas vrai. On sait tous que si on parle, par exemple, on regarde Amazon, on voit bien qu'Amazon, leur force vient du fait que la gestion de la demande client et la gestion de la supply chain sont incroyablement intégrées. La supply chain est plus intelligente parce qu'elle connaît ce que veulent les clients et le pilotage du client est plus intelligent parce qu'il connaît en temps réel où en est la supply chain. Donc, comme dans la vraie vie, les process sont extrêmement intégrés du début à la fin du cycle de vie, ben dans l'organisation, on souhaite un peu faire la même chose. C'est d'où le rapprochement DSI et digital. D'accord, très clair. Et aujourd'hui, vu que c'est extrêmement technique, j'imagine que la nature des besoins va d'un certain type de complexité relativement simple à une complexité extrême où c'est une remise en question de l'ensemble d'un processus hyper compliqué à appréhender d'un point de vue purement IT. Comment vous gérez en fait cette partie découverte du besoin, compréhension et priorisation? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a énormément de valeur dans les choses simples. C'est-à-dire que oui, on fait chez Michelin des choses complexes, on fait des produits complexes. On a aussi des process, parce qu'on est une grande entreprise mondiale, qui sont complexes. Mais il y a plein de valeurs dans le digital, dans la vie de tous les jours, et en donnant à nos équipiers, à nos opérateurs, des outils simples. Par exemple, si on parle de digital manufacturing, on fait des choses assez sophistiquées avec des robots, avec de l'IA, mais on voit que ce qui crée de la valeur, c'est de permettre aux gens tous les jours de mieux comprendre leur environnement, et ça peut être avec des outils simples. De la même façon, finalement, la transformation digitale, c'est aussi mieux utiliser les outils qu'on connaît tous en partie à cause de la Covid, à savoir les outils de visio, les outils de partage d'informations. Donc, il ne faut pas assimiler la transformation digitale uniquement à la partie un peu engineering complexe du travail. Il y a aussi une dimension beaucoup plus quotidienne et plus simple et qui crée beaucoup de valeur. Donc, on a les deux. On a aussi des sujets complexes. À ce moment-là, votre question qui était comment on fait émerger ça. Alors, nous, on est des grands partisans d'approches
en équipe projet intégrée avec les différentes parties, donc en mode ligne et agile, et petites itérations. Donc là, je vais rien vous apprendre, c'est devenu classique. Et je dis ça en souriant parce que c'est classique, mais c'est pas si facile que ça à faire. Donc la transformation ligne et agile a commencé chez Michelin bien avant que j'arrive. Elle continue. Et c'est ce qui nous permet d'aborder les grands sujets complexes. Nous, les grands programmes de transformation complexes ne fonctionnent que si on les coupe en petits pas et on fait les petits pas ensemble, c'est-à-dire à la fois métier et technique, mais surtout, je dirais, utilisateur et engineering des processus. C'est-à-dire que ce qui caractérise un monde complexe, c'est qu'on ne peut pas avoir d'un côté, dans un monde, une approche taylorisée, des gens qui pensent et puis des gens qui font. Pour réussir, il faut absolument que les gens qui font soient associés à leur transformation. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, c'est vraiment la culture Michelin. La culture Michelin est une culture de responsabilisation où les gens qui sont sur le terrain, les gens qui opèrent, ils sont les maîtres de leur destin. Donc, il y a une culture de responsabilité absolue à l'intérieur de Michelin qui facilite cette transformation, c'est ça? Oui, alors on emploie le mot de responsabilisation. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, en tant qu'employé Michelin, je suis responsable des processus qui me concernent. Ok. Et donc, du coup, moi, c'est une question que je me pose souvent dans la partie RH. C'est comment, donc, ils sont responsables de leur processus. Comment, en fait, ils sollicitent l'IT? Comment ils se libèrent du temps pour que dans leur quotidien, on va dire, de production ou d'exécution de leur mission, ils arrivent à se dégager du temps pour travailler avec vous dans l'amélioration du processus ou la recherche de solutions avec vous? Alors, la réponse simple, c'est que c'est aux équipes projet, aux équipes IT ou aux équipes OT, c'est-à-dire l'informatique technique, d'aller vers les utilisateurs et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai eu la chance, quand je suis rentré dans le groupe Michelin il y a 3 ans et demi, de commencer par un stage en usine. Donc, j'ai passé 15 jours sur les chaînes. Et c'est vraiment frappant de discuter donc avec des opérateurs qui, effectivement, manipulent des outils assez sophistiqués pour réaliser leur lancement de production et un certain nombre de choses. Ce n'est pas eux qui reviennent vers les informaticiens pour dire tiens, on a réfléchi, on a un tel nouveau besoin. On organise sur le terrain des échanges, des visites. Il faut absolument aller vers l'utilisateur. S'il y avait une chose à retenir de ce que je raconte, c'est que pour faire la transformation digitale, il ne faut pas attendre que les utilisateurs viennent à soi. Il faut vraiment que les personnes qui sont en charge de la transformation digitale, ils bougent, ils se déplacent, ils aillent voir, ils aillent parler à leurs utilisateurs. Ok. Et à partir du moment donné où ces équipes vont voir les métiers arrivent à se libérer du temps. Alors, c'est une bonne question, parce que, évidemment, quiconque travaille dans une grande entreprise sait que c'est difficile. Mais la réponse est quand même oui. Donc, pas autant qu'on voudrait, pas autant qu'il faudrait, mais oui. Plus on est dans une démarche d'observation, plus c'est facile. C'est beaucoup plus facile de dire à un poste atelier dans une usine, on voudrait venir voir avec vous comment vous travaillez, que on aimerait vous piquer 4 heures par jour pendant toute une semaine, tous les jours, pour faire des réunions. Donc, si c'est la première solution qu'on est dans le design thinking et dans l'observation, c'est assez facile. Si on est persuadé qu'on veut faire des cahiers des charges conceptuels où on extrait les gens de leur lieu de travail pour leur faire des abstractions, c'est plus difficile, mais c'est peut-être pas la bonne approche non plus. Ok. Donc là, il n'y a pas de recette miracle, ça va être au cas par cas. Exactement. Ok. C'est vraiment un des points qui m'interroge le plus parce que c'est un point où j'ai l'impression que s'il n'y a pas une culture forte qui fait que l'ensemble des directions arrivent à se mettre d'accord sur un temps possible à investir sur la recherche de ces améliorations-là, parce qu'on est vraiment dans… on n'a pas encore lancé le projet, c'est vraiment la recherche, la compréhension des problèmes, voir si on peut aider ou autre. C'est toujours un peu… en fait, au final, ceux qui sont les plus moteurs, ceux qui arrivent à se libérer ou à prendre du temps qui portent ces projets-là. Et on peut avoir une grosse différence par secteur d'entreprise sur la digitalisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou Alors, pas? je comprends ce que vous dites, mais je vais essayer de le challenger en disant ça, cette difficulté, elle est évidente quand on est en mode projet, avec un début, une grande phase de réflexion, on exécute, on déploie. Si on est en mode produit, c'est-à-dire qu'en fait, on a une solution, et si possible, on a fait un petit pas, et on est en amélioration continue et régulière, c'est beaucoup plus facile.
Donc, oui, quand on démarre quelque chose de neuf, c'est pas facile et toutes les difficultés que vous avez évoquées, on les a et on les a chez Michelin, on les a partout. En revanche, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de passer du mode projet au mode produit. Et à ce moment-là, ce sont des petits pas basés sur les retours d'expérience et c'est moins intrusif, c'est plus facile à faire. C'est plus facile de faire évoluer un produit, même si c'est un produit un peu sophistiqué comme de l'ordonnancement de chaînes d'atelier, c'est plus facile de faire évoluer par petites itérations en mode produit que de faire un grand projet qui est, tiens, si on inventait le nouveau système pour demain. Ok. Donc, vous essayez en fait de réduire le premier pas. Oui. Pour qu'en fait, on puisse être dans une logique incrémentale qui fait que ça devient beaucoup plus naturel aux gens d'arriver à se libérer du temps une fois toutes les semaines ou à la fréquence qui serait nécessaire. On continue, voilà, exactement. Et s'il y a une règle des 80-20, c'est-à-dire ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on essaye de faire le plus souvent. Il y a des nouveaux sujets qui sont des sujets en rupture et où effectivement, il faut bien essayer de se mettre au vert, d'aller visiter. Enfin, voilà, il faut s'extraire de son contexte pour inventer ou transformer quelque chose de radicalement nouveau. Mais c'est pas la majorité finalement, ça c'est plutôt l'exception. Ok. Et sur donc on va dire sur cette méthodologie produit, comment vous gérez, alors j'allais dire projet, c'est pas le mot, mais comment vous suivez un peu toutes ces itérations produits en parallèle, en termes de ressources, en termes de temps passé, en termes de pilotage en fait. Si en fait vous mettez moins de cadre, comment vous arrivez à piloter? C'est une question d'abord d'autonomie. Et ce qu'on voit, parce qu'il faut aussi avoir un peu de modestie, l'approche produit, on est en train de la déployer, on voit que sur des systèmes qui sont un peu à la périphérie du système d'information, qui sont assez autonomes, c'est assez facile. Si on dit, tiens, il faut prendre un système qui est vraiment au cœur, un ERP, ou des choses comme ça, ou même un scheduler technique qui a énormément d'interactions avec les autres composants, c'est plus compliqué de dire à l'équipe, soyez autonome, faites ce que vous voulez, parlez à vos utilisateurs et faites des mises en production super rapides et régulières. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce mode produit s'applique partout. Mais alors, pour revenir, comment on fait? C'est essentiellement du dialogue, de la mesure, de l'observation pour apprendre avec les utilisateurs. Voilà. Et c'est pas, ça se fait. Il n'y a pas d'outil de pilotage particulier. Je pense que chaque équipe est libre de trouver la bonne façon en fonction de la valeur qu'elle cherche à apporter. Parce que finalement, on ne fait pas des systèmes pour le plaisir, on fait des systèmes pour apporter de la valeur. Et la seule façon de s'assurer qu'on crée de la valeur, c'est de voir comment les utilisateurs s'en servent. Ok, ça oui, bien sûr. La métrique finale pour savoir si ce qu'on met en place fonctionne, c'est le taux d'adoption et ou le KPI qu'on avait voulu regarder sur le succès de l'amélioration qu'on recherche en continu. Ok, d'accord. Et vous, par rapport au nombre d'améliorations en continu, le nombre de personnes dont on a parlé qui sont au final sous votre responsabilité, comment vous arrivez à avoir une vue de cet avancement en continu? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident d'arriver à piloter tout ça. Non, mais alors justement, je ne cherche pas du tout à piloter tout ça. Okay. Moi, mon rôle est un rôle de facilitation, c'est-à-dire que dans une très grande entreprise, donc il y a forcément une grande direction digitale ou système d'information, il se passe beaucoup de choses, heureusement, tous les jours, auxquelles, pour 80%, je ne suis pas au courant, et même si je suis au courant, probablement, je ne comprendrai pas la valeur créée parce qu'il faut une vraie compétence métier. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que chacune de mes équipes est dans les bonnes conditions pour apporter de la valeur sur le terrain, là où elle se trouve. Donc, c'est plutôt un travail sur les infrastructures, s'assurer qu'on a tous les moyens, et aussi la culture et cette fameuse responsabilisation. C'est-à-dire que moi, mon obsession, c'est de m'assurer que les outils qu'utilisent mes équipiers Michelin, ils sont suffisamment, je dirais, modernes, en bon état. Et donc, une de mes obsessions, c'est la dette technique. C'est le fait de bien entretenir notre outil de production à nous, direction digitale ou direction de système d'information. Et ensuite, c'est effectivement de me dire comment fait-on dans un monde qui bouge sans arrêt pour que chacun, nous ayons accès aux bonnes informations et aux bonnes compétences. Donc, mes autres deux soucis en tant que DSI, c'est de me dire est-ce que notre
politique de compétences, de formation, de recrutement, de partage des compétences fonctionne bien. Mais je ne suis pas, moi, dans le pilotage de la valeur créée par les équipes. C'est plutôt un sujet qui est distribué et qui est plutôt entre les mains des métiers. C'est-à-dire ce qui est important, les gens qui vont juger si le système d'information de Michelin délivre ou pas la valeur sont mes collègues métiers, et non pas de manière globale, mais de manière précise, par usine, je dirais, maillon de supply chain ou dans les labos de la R&D. Donc, c'est plus distribué. Ok, d'accord, très clair. Et donc, du coup, on a parlé d'un sujet qui est souvent compliqué quand, bien sûr, on est dans l'amélioration et dans la création de nouveaux services. C'est la gestion de la dette technique. Comment, quand vous êtes arrivé à Michelin, comment vous avez abordé ce point? Combien de temps vous avez mis pour arriver à un peu structurer, on va dire, la stratégie et les équipes pour pouvoir la réduire? Vous en êtes où aujourd'hui? C'est quoi les enjeux? Alors, il y a deux sortes d'enjeux et heureusement, ils se renforcent ou ils se combinent. Il y a un aspect un petit peu, on va dire, stratégique, mais donc, il faut arriver à convaincre les gens, ça, c'est pas forcément simple, qui est moins on a d'inertie, moins on a de complexité, moins on a des techniques, plus on est agile et plus on est rapide. Alors ça, quiconque a vécu dans une grande entreprise aura remarqué que les directions métiers vont se plaindre à un moment parce qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, mais c'est long. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre à jour tout plein de vieux systèmes et malheureusement, les choses sont ainsi faites. Donc, cette dette technique, finalement, elle se transforme en jour-homme nécessaire pour faire des changements. Donc, ça, c'est un peu un télo. C'est très juste, mais c'est un peu un télo. Il y a une deuxième dimension qui est que la dette technique, ça produit du coût. Et ça, ça se mesure en dollars. Du coup, des coûts de maintenance plus élevés, des coûts d'exploitation plus élevés, ou des coûts de cybersécurité plus élevés. Puisque une des choses qui m'a permis d'accélérer la prise de conscience collective, c'est le fait que chez Michelin, comme partout ailleurs, la cybermenace ne fait qu'augmenter. Et pour être le plus à jour possible, parce qu'on n'est jamais assez à jour, il faut déjà avoir automatisé le plus possible ces opérations, sa surveillance. Donc tout ça, ça pousse à avoir des infrastructures et des applications et des piles logicielles modernes. Et donc moi, j'ai essayé de réconcilier, je dirais, ces deux approches, l'approche stratégique en disant, mais l'ambition forte qui a été rappelée par le président de Michelin lors des journées Capital Market le 8 avril, hein, de croissance, de digitalisation, de faire de Michelin une compagnie data-driven, toutes ces ambitions, ça demande une rapidité, une agilité qui exige qu'on ait nettoyé cette dette technique. Donc, mais ça, c'est l'aspect stratégique. L'aspect opérationnel, c'est que pour obtenir la qualité de service que tout le monde attend chez Michelin parce que nos clients l'attendent, on a aussi besoin de le faire. Et si j'étais très transparent avec vous, je dirais que j'ai d'abord commencé par ces raisons-là. Donc, quand je suis arrivé il y a 3 ans et demi, je me suis vraiment emparé du sujet de la dette technique au nom de la cybersécurité, mais même encore plus de la qualité de service. Et progressivement, j'ai amené tout le monde à bord en disant non seulement on fait ça pour le bien immédiat de l'entreprise, mais surtout parce qu'on prépare son agilité pour demain. C'est en 2 étapes. Ok, donc vous êtes quand même aller chercher un argument concret et que toute la direction générale est, on va dire, convaincue ou sensibilisée là-dessus, et pas aller chercher un cheval de bataille où il faudrait évangéliser et convaincre énormément pour commencer. Ok, un peu pragmatique. Voilà, pragmatique, exactement. Et aujourd'hui, on va dire, la vision du SI que vous aimeriez avoir dans vos rêves les plus fous et là où vous en êtes où? Alors, c'est une bonne question. C'est pas facile de mesurer. Donc, bien sûr. Je vais quand même essayer de donner quelques éléments. Nous, on mesure notre avancement stratégique avec un certain nombre de qualités donc, qui correspondent à la vision, la résilience, la performance, la qualité de service, puis cette agilité, cette simplicité, et ensuite le fait que les données circulent, qu'on est vraiment en support de cette ambition data-driven, puis qu'on apporte tout ça à nos clients pour créer de la valeur, et tout ça dans une expérience qui est la plus simple possible. On a fait des grands progrès en qualité de service, on a construit
on a rafraîchi le système d'information et on l'a intégré avec les fonctions digitales. Donc ça, je suis assez satisfait. On est à 80% de mon rêve, 70%, c'est-à-dire la simplification, on est en chemin. On est loin d'avoir fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le SI dont je rêve. Alors, évidemment, en répondant à la question, je me dis probablement que le rêve n'existe pas et que le temps qu'on ait terminé ce qu'on est en train de faire, la cible aura bougé. Ça fait partie. Donc, c'est probablement plus, est-ce qu'on est bien dans cette recherche perpétuelle de l'allègement et de la modernisation plutôt qu'une photo un scorecard, quoi. Je ne crois pas que je vais revenir en disant mon SI à 17 sur 20, je suis content de moi. C'est plutôt, est-ce que avec l'ensemble de mes collaborateurs, on est bien dans le fait de donner en permanence à Michelin, compte tenu des moyens et des compétences qu'on a, le meilleur outil de digitalisation possible. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Et là, je suis assez satisfait de ce qu'on essaie de faire. Ce que j'ai appris dans mes vies précédentes, c'est que la transformation digitale, c'est aussi une question de compétences. Il ne faut pas avoir peur de se le dire. On ne peut pas tous être Google, on ne peut pas tous être on rêve, on a tous en tant que client des applications mobiles remarquables sur nos smartphones. Alors moi, je le sais, parce que je me suis amusé à essayer d'en faire, vraiment à titre personnel. C'est un art, c'est une chance, il y a plein de choses. Donc, la stratégie digitale, elle doit être adaptée à la compétence digitale. Et moi, mon objectif en tant que DSI digital, c'est d'améliorer en permanence cette compétence pour qu'on puisse faire de plus en plus de choses. Et c'est une course probablement sans fin. Ok. C'est un jeu de compétences, du coup, par rapport à vos enjeux aujourd'hui. Comment vous arrivez à voir si les compétences qui sont nécessaires pour l'évolution de votre métier, qui sont quand même des compétences hyper recherchées, extrêmement techniques, hein, vous arrivez à avoir les meilleures, vous arrivez à aller les chercher? Est-ce que vous êtes partout dans le monde pour ces ressources-là? Comment vous avez réussi à créer une culture qui attire ces compétences et les meilleures au service de cette transformation digitale de Michelin? Alors, ma conviction forte, c'est que le logiciel dévore le monde, comme le dit Ouais. Marc Andreessen. Et donc, dans ce monde où on a beaucoup de choses à faire, on doit toujours s'appuyer sur les autres. C'est-à-dire que le monde digital, il est caractérisé par du logiciel partout, un taux de changement très, très rapide, et donc savoir travailler avec les écosystèmes logiciels, de services, savoir travailler avec les autres. Ça veut dire que développer les bonnes compétences, c'est en permanence s'exposer, exposer ce qu'on fait à d'autres et vice-versa, et travailler dans un monde ouvert. Et ce qu'on essaye de faire à la définition depuis 3 ans, c'est de s'assurer que on est en contact avec nos clients, nos fournisseurs, des écosystèmes de manufacturiers comparables. Vous aurez probablement remarqué, on a ouvert un blog IT public. On fait un certain nombre d'efforts pour qu'on fasse connaître ce qu'on fait. Avec beaucoup d'humilité, on n'a absolument pas la prétention justement d'être le Google du manufacturing, mais on sait que c'est en apprenant des autres et en se positionnant qu'on peut progresser, parce que, je le répète, finalement, être bon en logiciel au XXIe siècle, c'est vraiment bien savoir ce que font d'autres gens que vous. Et il faut s'appuyer, il y a un effet levier colossal. Donc, la chose évidente, c'est savoir s'appuyer sur les écosystèmes open source, mais pas que, c'est même plus général que ça. Finalement, de la même façon qu'un bon développeur d'application iPhone, c'est pas quelqu'un qui est un programmeur génial, c'est quelqu'un qui connaît bien ce qu'il y a dans tout l'écosystème. Et c'est un écosystème incroyablement riche. Ce qui est vrai au niveau très simple et un peu fermé du smartphone, c'est vrai dans n'importe quel écosystème digital pour quelqu'un qui fait des machines-outils, quelqu'un qui fait de la supply chain intégrée, c'est-à-dire se dire, est-ce que je sais bien ce que font les meilleurs acteurs qui vont fournir des services en SaaS, qui vont fournir des solutions logicielles? Est-ce que je sais travailler avec d'autres? Est-ce que je sais partager mes données? Tout ça, ce sont des compétences finalement qui se développent au contact avec les autres. D'accord. Ok, très clair. Sur la différence, pas forcément culturelle, mais sur la différence de transformation entre un groupe comme AXA et un groupe comme Michelin, et en fonction aussi de la nature du poste que vous aviez, qui est CDO ADSI, c'est quoi les grandes différences et les forces de ces deux modèles en fait de transformation?
c'est compliqué de comparer. Ce qui est très comparable, c'est que dans les deux cas, ce sont des grands groupes leaders de leur domaine, avec une très forte culture produit, AXA, une véritable excellence sur le produit d'assurance depuis des décennies, et Michelin évidemment sur le pneu. L'informatique est au cœur du métier de l'assureur depuis toujours. Ce qui est au cœur du métier du pneumaticien, c'est d'abord la R&D et ensuite le manufacturing. Donc, le logiciel arrive plus tard. Ce ne sont pas les mêmes cultures d'entreprise. Les deux sont d'ailleurs très attachantes, mais pour moi, ce qui est vécu dans ces deux mondes, c'est assez enrichissant. Je serais bien incapable de vous dire, de les comparer. Il y a, je pense que si je devais me hasarder, alors vraiment avec beaucoup d'humilité, il y a un côté un peu mathématicien de l'actuaire qu'on trouve chez l'assureur qui a une vision plus conceptuelle du monde et un peu plus, voilà, un peu plus, comment dire, global et fermé, alors que Michelin fait de la chimie. Et les gens qui font de la chimie, c'est pas juste du manufacturing où on usine de l'aluminium ou on usine de l'acier. On travaille avec des matériaux complexes, des produits chimiques très sophistiqués. Et ça donne une vraie humilité d'apprendre du terrain. Voilà. Pour moi, la différence, c'est qu'on manipule plus du concept et des mathématiques quand on est un actuaire. Et quand on fait de la chimie, on a appris à faire beaucoup d'expériences. Il y a une culture de scientifiques, de l'expérience, j'apprends, je teste, je valide, je reviens en arrière. Donc, c'est ça la différence de culture entre les deux entreprises. Et alors, évidemment, ça ne donne pas tout à fait la même vision de la transformation digitale. Il y a une transformation digitale qui est plus par essai-erreur, donc qui est en mode produit, qui est vraiment en mode agile par petits pas, qui est celle de Michelin, et une transformation digitale qui est plus écosystème global, qui est un peu plus une construction d'architecture de service chez AXA. Voilà. Mais après, je pense que les deux sont intéressantes et que probablement chacun doit s'inspirer des autres. Clairement. Non, non, mais c'est super intéressant. Mais je voulais sentir les différences culturelles, puisque c'était deux grands comptes et voir un peu vous. Parce que par rapport à votre poste et par rapport au fait que vous étiez uniquement, le mot n'est pas péjoratif, hein, mais uniquement CDO chez AXA et aujourd'hui DSI, quand vous étiez chez AXA, est-ce que les projets que vous avez menés en tant que CDO ont pu être industrialisés par la DSI? Oui, alors je vais insister. En fait, je n'étais pas un vrai CDO chez AXA. J'étais le Group Head of Digital, donc ça ressemble. Mais en fait, j'étais donc le monsieur digital du marketing et le monsieur digital de l'IT. Donc, j'avais deux boss. Je n'étais pas du tout rattaché au COMEX. J'avais deux boss. Un qui était le patron de l'informatique, l'autre le patron du marketing, Frédéric Tardy. Et cette position en losange, là, en diamant, me donnait l'avantage finalement d'être vraiment au concret près du terrain. Et donc, par définition, tout ce qu'on a fabriqué est né au sein de l'IT et au marketing au même endroit. Donc, le paradoxe que je retiens, moi, de mon expérience professionnelle, c'est que des fois, un poste qui, sur le papier, a l'air d'avoir moins de pouvoir parce qu'il est plus bas, donne une proximité avec la réalité qui fait que c'est plus facile pour faire de la conduite du changement. Et à l'inverse, un poste qui a l'air extrêmement prestigieux parce qu'il est proche des cieux, donne une difficulté à conduire le changement parce qu'on est moins légitime sur le terrain. D'accord. Et donc, vous dépendiez des deux, du marketing et de l'IT. Et c'est ça qui vous a permis de faire les projets digitaux avec ces deux entités. C'est bien ça? Oui, exactement. Quand j'étais en tant que monsieur Digital IT, j'étais en bon endroit pour influencer l'ouverture des API et des systèmes informatiques pour que les systèmes digitaux viennent pouvoir se brancher dessus et apporter la valeur pour les clients finaux. Donc, finalement, ce double rattachement, cette position un peu particulière, était un accélérateur de la conduite du changement. Ok, super intéressant. Et aujourd'hui, dans la typologie de l'organisation chez Michelin, euh, on a parlé voilà, de chimie, etc. Vous êtes aussi vous êtes vraiment aussi CDO, enfin, vous apportez vraiment de la valeur aussi digitale par rapport au marketing, etc. Ou vous vous êtes organisé différemment? Non, avec la modestie de quelqu'un qui a ce poste depuis 2 mois, je suis en train de changer un peu mon organisation et la gestion de mon temps pour passer plus de temps avec mes collègues métiers, que ce soit des collègues métiers ligne de business, marketing, vente ou R&D, manufacturing, des postes plus d'opération. Parce qu'effectivement, le rôle du CDO,
c'est bien un rôle de conseil et de sparring partner, pour faire un anglicisme, avec les métiers. Voilà. Et plus que dans mon rôle de DSI avant. Je considère que pour avoir fait les deux rôles dans le passé, je considère que un rôle de CDO est plus dans la conduite du changement et la transformation, et un rôle de DSI est plus dans les opérations pour vraiment créer des fondations pour que d'autres puissent construire. Ok, super, super intéressant. Et, euh, et aujourd'hui, un des points aussi qui m'interroge beaucoup, c'est bon, bien sûr le coût de ces transformations et comment en fait, par rapport à toutes ces révolutions du SaaS et globalement du cloud, comment vous avez abordé les problématiques budgétaires liées au CAPEX, OPEX, qui sont traditionnellement les deux grands les deux grands sacro-saints d'un budget. Et donc, du coup, vu la taille de votre équipe, etc., j'imagine que ces enjeux-là sont importants. Oui, ces enjeux sont extrêmement importants. Et ça veut dire que pour moi, le rôle d'un DSI, c'est en premier lieu de savoir expliquer ses coûts à ses parties prenantes pour qu'ensemble, on prenne des bonnes décisions. Et quand on prend des décisions de transformation, donc par exemple de passer des solutions, des assets du data center local vers le cloud, ou des changements d'architecture où on modernise, ou donc on investit et on fait augmenter les coûts à court terme avant d'en toucher les bénéfices, tout ça, ça demande à la fois de la confiance, mais aussi de pouvoir être de la pédagogie. Voilà. Donc, de toute façon, quand on est sur une grosse structure, comme vous l'avez dit, on a des marges de manœuvre qui sont à la fois restreintes, parce que comme on sait un gros paquebot, il ne peut pas bouger trop vite, mais à l'intérieur de ces enveloppes, on a une vraie capacité du moment qu'on a la confiance de ses partenaires métiers. En tout cas, c'est mon cas, et c'est souvent le cas des DSI. Ils ont souvent la confiance de leurs partenaires métiers. Donc, à l'intérieur des budgets, une fois qu'on est capable d'expliquer ce qu'on fait, c'est pas si compliqué de transformer. Voilà, ça c'était mon expérience à Bouygues Télécom. Chez AXA, chez AXA, j'étais moins responsable directement des grandes dépenses. J'étais au sein de l'équipe du DSI, mais c'est mon cas aussi chez Michelin. Ok, donc enfin, complexe, mais ça se gère parce qu'à l'intérieur de ces enveloppes-là, vous avez quand même une certaine latitude. Oui, et alors le point le plus important, c'est qu'il y a un temps court et un temps long. C'est-à-dire que ces grands paquebots, ils ont une inertie. La plupart des situations difficiles se produisent lorsque l'entreprise a un défi stratégique qui lui demande de mobiliser beaucoup d'énergie, alors qu'en fait, elle a un passif, elle doit assumer tous les choix des années précédentes. Bon. Et ça, quand on est devant le mur, que tout d'un coup on dit, voilà, vous avez, je sais pas, 200 millions, mais pas de chance, il y en a 150 millions qui va bien falloir dépenser en coup de run parce que c'est toute l'édition d'avant, et cette année, il faudrait en dépenser 100. Donc là, il y a une tension. Le rôle du DSI, c'est d'éviter de se retrouver devant le mur. C'est donc de dire à l'avance, plusieurs années à l'avance, attention, les choix qu'on fait, voilà les trajectoires qui se dessinent devant nous. Ça ressemble vraiment à éviter l'iceberg du Titanic. Hein. C'est parce que une fois qu'on le voit, c'est un peu trop tard. Donc c'est ça l'enjeu. Et c'est pas tout d'avoir des bonnes jumelles ou une bonne longue vue. Il faut pouvoir expliquer. Parce que ça fait 20 ans que je suis DSI, et la difficulté principale, c'est si on a une conviction forte mais qu'on ne sait pas l'expliquer, alors c'est difficile de faire bouger le paquebot. Donc, le rôle du DSI, c'est bien de raconter des histoires pour que tous ensemble, on tourne le gouvernail dans la même direction. Ok. Et vous, aujourd'hui, si avec du coup le recul là des trois expériences que vous avez, si vous deviez résumer le métier du DSI de l'entreprise en 2021 et pour les 5 ou 10 prochaines années, ça serait quoi? Et c'est quoi les enjeux de ce DSI? Alors, c'est intéressant comme question, parce que ce que j'ai appris en 20 ans, c'est qu'il n'y a vraiment pas de réponse unique. J'ai croisé plein de collègues DSI, vraiment des gens remarquables, dont je trouvais qu'ils avaient et qui avaient des approches très différentes de la mienne. Donc, je suis très convaincu par mon approche, hein, je n'ai aucune. Mais j'ai aussi la lucidité de reconnaître qu'il y en a plein d'autres. Donc, moi, quand je réfléchis à mon métier, je pense vraiment en potentiel de situation. Hein. Je suis très influencé par François Julien.
Et donc, je me dis, on m'a confié un outil, ils sont à la fois des hommes, surtout des hommes et des femmes, et puis des systèmes. Ils permettent à mon entreprise de profiter quand même des opportunités de la numérisation, qui sont extraordinaires. Et mon métier, mon job, c'est de m'assurer qu'on va en tirer le plus de valeur possible. Et donc, pour ça, c'est quoi le rôle du DSI? C'est de préparer le futur, les compétences, et les futurs systèmes, mais aussi s'assurer que, comme on le disait tout à l'heure, jour après jour, les équipes qu'on vous a confiées peuvent faire le travail dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est un mélange de travail opérationnel à court terme, d'organisation et d'écoute. Et puis, un travail pour préparer le long terme, qui est surtout un travail de pédagogie. Moi, j'ai commencé par ça tout à l'heure. J'ai dit, voilà, pour moi, un bon DSI, il donne du sens et il raconte des histoires. Voilà. Donc, je suis assez convaincu de ce que je raconte, mais comme je vous le dis, j'ai aussi vu d'autres DSI opérer avec des approches différentes. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une unique façon de bien piloter. À la fin, le juge de paix, c'est de maximiser la valeur et de minimiser le risque. Le risque étant la résilience, c'est le fait de faire un choix qui, 5 ans plus tard, s'avère vraiment difficile. Alors, je pense, aujourd'hui, quand on pense risque, on pense cybersécurité, on pense catastrophe, mais il y a un risque très important dans un monde d'opportunités, un monde digital, c'est celui de rater les opportunités. Et le fait d'avoir travaillé pendant 20 ans dans les telcos, à Bouygues Télécom et avec d'autres telcos, ça a permis de bien matérialiser ça. On voit bien qu'il ne s'agit pas juste de créer de la valeur, il s'agit de s'assurer qu'on ne passe pas à côté d'opportunités. Et c'est ce qui rend le travail intéressant. Mais en dehors d'une méthode, la philosophie du rôle du DSI dans la transformation dans l'entreprise, dans nos ETI, nos PME, nos grands comptes qui sont déjà impactés énormément par le digital. Parce que le DSI, il y a 15 ans, il n'avait pas le même job que celui d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr, parce que les choses changent très vite. Mais c'est une très bonne question. On peut se dire, pourquoi est-ce que ce n'est pas le même job? Ce n'est pas le même job à cause du rythme de changement qui fait que l'acquisition des compétences est un enjeu fondamental, bien plus qu'il y a 15 ans. Et c'est ce qui fait aussi que de toute façon, on est dans l'adaptation permanente, c'est que la création de valeur se fait sur le terrain, elle est très distribuée. Ça nous ramène à la toute première question, vous m'avez dit comment est-ce que le DSI contrôle? Non, le DSI ne peut pas contrôler, le DSI, il doit favoriser. Et c'est donc pas le même métier. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 20 ans, je pense que j'étais un peu plus naïf et que j'avais envie d'apporter beaucoup de valeur, presque en tant que DSI à titre personnel. Alors qu'aujourd'hui, je me dis non, la valeur se crée sur le terrain, jour après jour, parce que des tas de gens formidables chez Michelin font des choses remarquables avec le digital et avec les systèmes d'information. Et mon job, c'est de rendre à eux leur travail plus facile. Donc, je suis un facilitateur. Et je n'aurais pas dit ça il y a 20 ans, donc les choses ont changé. C'est lié, dans un monde qui change très, très vite, on est obligé d'être un peu plus humble. Ça sera ma conclusion. Ok, super intéressant. Est-ce que j'ai plein d'autres questions, mais le temps file. J'aimerais savoir comment vous continuez à vous former, à apprendre sur. Alors, j'ai bien compris, si vous développez des applications mobiles pour apprendre, que vous avez un certain degré de curiosité et d'être autodidacte. Mais voilà, où c'est que vous vous formez? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez? Comment ça se passe? Alors, chaque personne est différente, mais moi, je suis issu de la recherche. J'ai passé les 15 premières années de ma vie à faire de la recherche dans le monde, recherche appliquée dans le monde industriel, mais donc avoir les mains dans le cambouis et à développer, et c'est une passion que je n'ai pas perdue. Alors, j'ai eu une phase application mobile. Là, en ce moment, je fais du Go. Donc, je suis plutôt je suis plutôt en train de jouer avec les langages. Avant ça, je faisais de la théorie des jeux appliqués. Donc, ça me rend, je cultive ma curiosité, ça me permet de parler aux écosystèmes. Finalement, je vais être presque trivial dans mon propos. Ce que j'aurais appris en jouant avec mon iPhone, en faisant des apps, c'est la puissance de Stack Overflow et de la communauté qui va avec. Voilà. Donc, à chaque fois, ces expériences, c'est pas que j'ai une prétention. Moi, mon job, c'est d'être DSI, c'est pas d'être programmeur. Mais le fait de continuer à faire l'expérience des écosystèmes logiciels, ça me permet d'apprendre des choses et d'être plus à l'écoute de mes propres équipes. La deuxième chose, c'est que effectivement, j'aime bien lire et j'écris des bouquins. Et alors, quand on écrit, on lit de manière professionnelle. Donc, je lis beaucoup. Voilà, je lis pas beaucoup depuis toujours, je lis beaucoup depuis que je me suis mis à écrire. Et alors, vous pouvez me dire, mais alors pourquoi est-ce que vous êtes mis à écrire? Eh ben, c'est mon côté têtu. C'est en tant que DSI,
il y a maintenant 20 ans, je me suis dit, j'ai besoin d'exprimer ce à quoi je crois. Voilà. Alors, ça montre bien que je suis un certain type de DSI, quelqu'un qui aime bien raconter des histoires, qui a des convictions et qui aime bien les partager. Comme je disais, ce n'est pas du tout la seule façon d'être un DSI. Mais ça me rend adapté à des défis de conduite du changement, parce que pour faire la conduite du changement, il n'y a rien de tel que de raconter des histoires. En fait, ce que vous arrivez à faire en racontant les histoires, c'est à rendre simple et compréhensible une direction et comment chacun peut y contribuer. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de synthétiser ma compréhension de votre Tout à fait. propos. Ok, super intéressant. Et peut-être une dernière question sur la question de l'initialisation quand vous rentrez, parce que ça m'a super interpellé, excusez-moi. Vous êtes rentré, vous avez fait 15 jours dans une usine pour comprendre le métier, etc., ou dans tous les cas le toucher du doigt. Comment on passe de AXA à la compréhension des enjeux métiers de Michelin et vraiment, même si vous ne devez pas tout comprendre et être un expert là-dessus, mais vous arrivez je ne sais pas moi, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, à vraiment comprendre l'ensemble des facettes de ce métier-là pour pas ne pas comprendre en fait les gens que vous voulez aider. Alors, deux choses. D'abord, j'y suis strictement pour rien. Michelin a une tradition d'intégration de ses collaborateurs avec beaucoup de stages, de formation, d'échanges. Et moi, j'ai bénéficié de ce programme d'intégration Michelin que je trouve en tout point remarquable et qui, effectivement, m'a donné une appréciation de la culture Michelin. Ensuite, je sais bien que c'est à la mode de penser que les managers compétents, ils arrivent et en 100 jours, ils ont tout compris, ils font le plan. Moi, je ne sais pas faire ça du tout. J'ai besoin de comprendre et je mets du temps à comprendre. Je suis là depuis 3 ans. Je n'ai absolument pas la prétention de dire que j'ai bien compris Michelin. Mais au bout de 18 mois, déjà, je comprenais déjà mieux. Donc, comment on fait pour apporter de la valeur rapidement alors qu'on met du temps à comprendre? On s'appuie sur les femmes et les hommes qui travaillent avec vous. Voilà, la réponse simple, c'est que heureusement, et c'était particulièrement vrai à Bouygues Télécom, où j'étais un jeune DSI pas super compétent, mais j'avais une très très bonne équipe avec moi, et j'ai apporté ma vision, mes histoires, ma passion, parce que je suis passionné par le logiciel depuis toujours, et puis l'équipe m'a formé, et au bout d'un certain temps, je suis devenu un DSI compétent. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer chez Michelin, mais il aura fallu du temps, parce que c'est compliqué. Voilà. Ok, c'est vraiment la qualité de l'équipe dans laquelle vous arrivez qui est hyper importante pour que vous puissiez progresser sur l'ensemble de l'historique en fait. Oui, tout à fait. Super intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre expérience ou à partager à nos auditeurs? Allez, je vais partager une petite phrase que j'aime vraiment beaucoup, alors qui est une citation d'Épictète, donc c'est très vieux, qui dit « Nul homme ne peut apprendre ce qu'il croit savoir déjà connaître ». Et alors, moi j'ai 57 ans et vraiment, je trouve cette phrase lumineuse, c'est-à-dire que le nombre de fois où dans ma carrière professionnelle, je me suis bloqué sur une situation, c'est souvent parce que je pensais bêtement avoir compris. Et donc, la meilleure façon de résoudre des situations complexes, et en particulier de la conduite de changement pour un DSI qui arrive, son grand défi, c'est de faire la conduite du changement. C'est d'être capable de se dire, mais en fait, je pense que je sais, mais en fait, je ne sais pas. Voilà. Et quand on prend cette posture-là, les choses deviennent beaucoup plus simples. Ben, ça me paraît super intéressant et extrêmement clair dans la façon dont il faut apprendre à appréhender cette complexité constante qui change tout le temps. Tout à fait. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand. C'était super intéressant et merci pour la transparence de l'échange. Bon, mais super. Écoutez, j'espère que vous avez vraiment apprécié écouter M. Cazot. C'était super intéressant d'avoir son retour 3 fois DSI dans des grands comptes comme ça. C'est assez intéressant et riche. Quand même, directeur de 3500 personnes. C'est pas mal. Bon, allez, si vous voulez nous aider, comme toujours, vous pouvez partager le podcast et ça nous aide énormément. Allez, merci à tous. Ciao.